Gethsemane, si j'oubliais ton agonie, si j'oubliais ton grand amour, ramène-moi sur tes pas. Si j'oubliais Gethsemane, si j'oubliais ton agonie, si j'oubliais ton grand amour, ramène-moi sur tes pas. Ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas. Ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas. Si j'oubliais Gethsemane, si j'oubliais ton agonie, si j'oubliais ton grand amour, ramène-moi sur tes pas. Ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas. Ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas. Shalom, shalom, bien-aimés. Ici, votre frère, le prophète Abraham Paul du Cameroun, issu de la mission d'évangélisation Réveil International, Jésus revient. Alors, nous sommes ici dans le cadre de mon témoignage, ma vie passée depuis mon enfance jusqu'à ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à mon arrivée dans le groupe, dans la mission d'évangélisation Réveil International, Jésus revient. Alors, avant de commencer, la parole de Dieu déclare que le Seigneur Jésus-Christ ne peut se glorifier dans une bouche impure. Donc, je vais entrer premièrement dans un court moment de repentance afin de me mettre en ordre avec le Seigneur Jésus-Christ. Éternel des armées, grand Dieu, grand roi, Seigneur Jésus-Christ, depuis mon enfance, ô Maître, jusqu'à ce jour, depuis cette matinée même jusqu'à ce jour, jusqu'à cet instant précis, Seigneur, j'ai péché contre toi. De ma bouche, le mensonge est sorti. De ma bouche, il y a eu des vaines paroles, des plaisanteries. Seigneur, j'ai eu des mauvaises pensées. Parfois même par inadvertance, j'ai dû poser des actes, ô Dieu, qui ne t'ont pas glorifié. C'est pourquoi, Elohim, j'aimerais te demander pardon. Je te supplie, ô Dieu, de me pardonner. Aie pitié de mon âme comme tu as eu pitié de moi, Seigneur Jésus, avant que je ne sois dans le sein de ma mère. Continue d'avoir compassion de ma misérable vie, Éternel des armées. Aie pitié de la pauvre âme, du pauvre vermisseau que je suis devant ta sainte gloire. Et continue de me faire grâce, ô Dieu, d'être pardonné de mes fautes devant ta sainte face. Je t'en supplie aussi, Seigneur Jésus-Christ, que ce sang divin, ton sang précieux, toi l'agneau immolé, que tu as versé pour le pardon de mes péchés, qu'avec ce sang tu purifies mes pensées, que tu purifies mes yeux, que tu purifies mon nez, que tu purifies ma bouche, que tu purifies mes oreilles, que tu purifies mon cœur, que tu purifies tout mon corps, depuis ma moelle épinière jusqu'à mon épiderme, que tu purifies mon âme et que tu purifies mon esprit. Si tu me laves avec ton sang éternel, je serai plus blanc que neige. Je t'en supplie, déverse, Seigneur Jésus-Christ, sans mesure, ton sang sur moi, afin de me laver de tous mes péchés
et de purifier ma robe. Merci Éternel des armées, car tu as exaucé cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, je vais également te prier que lors de ce témoignage, qu'aucune once de mensonge ne sorte de ma bouche. Car tu as dit dans ta parole que ton oui soit oui et que ton non soit non. Je te prie donc, ô Dieu, que tu viennes saisir ma bouche afin de m'aider à rendre mon témoignage comme tu veux qu'il soit, selon la vérité qui est tienne. Seigneur Jésus, s'il y a des choses que j'ai oubliées et que tu aimerais que je mentionne, je t'en supplie, rappelle-les-moi. Je suis confiant, Seigneur Jésus, de ce que tu vas me rappeler et que tu mettras toi-même les paroles dans ma bouche, car tu as dit, lorsque nous serons conduits au tribunal, que nous ne nous inquiétions pas de ce qui sortira de nos bouches, mais à l'heure même, à l'instant même, tout ce que nous devrons dire nous sera communiqué par toi de façon directe. C'est pourquoi, ô Dieu, je te supplie de me connecter directement à ton saint trône de gloire et que je ne fasse rien selon ma chair, mais que toute chair en moi se taise et que toi seul, ô Dieu, tu me fasses dire ce que tu veux dire à ton peuple. Je prie aussi que ce témoignage édifie plus d'un qui sont dans la même situation que moi, qui vivent ce que j'ai vécu, et même ceux-là qui n'ont pas vécu ce que j'ai vécu, qui ne vivent pas ce que j'ai vécu, mais qu'à travers ce que j'ai vécu, ô Dieu, ce que tu me fais vivre, qu'ils soient édifiés puissamment et qu'ils viennent à toi réellement. Que ton nom soit béni, Elohim, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, je me présente. Je suis votre frère, le prophète Abraham Paul, du Réveil International. Jésus revient. Je suis de nationalité camerounaise et je suis ici pour vous rendre mon témoignage, le témoignage de ma vie passée. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. C'est pourquoi aujourd'hui, par ce présent témoignage, je souhaite vivement que nombreux soient édifiés et qu'ils donnent véritablement leur vie à Jésus. Alors nous allons partir. Je suis le deuxième fils de ma mère. J'ai un frère aîné du côté de ma mère et ma mère n'a eu que 2 enfants. Du côté de mon père, mon frère est l'aîné et je suis le suivant. Ensuite, j'ai une petite sœur et un petit frère du côté de mon père. Et je veux souligner que mon père et ma mère n'étaient pas mariés lorsque je suis né. Ils étaient en concubinage et ils se sont séparés. J'avais exactement l'âge de 3 ans. Ce qui fait qu'en famille, j'ai beaucoup plus vécu avec ma maman, mon frère et moi, dans la famille de ma mère. Alors, étant tout petit à l'âge de 3 ans, ma mère ne pouvant pas s'occuper de mon frère et moi en ville, étant donné qu'elle devait se chercher, et aller nous laisser chez sa maman au village, chez ma grand-mère. Et nous avons vécu là-bas. Je n'ai pas fait l'école maternelle, mais j'ai commencé directement à aller à la CIL quand j'ai atteint l'âge d'aller à la CIL. Avant même que je n'atteigne l'âge, parce qu'on a constaté que j'étais apte, j'apprenais, bien que n'allant pas à l'école, j'étais apte à apprendre très facilement les choses qu'on enseignait à mes aînés à la maison. C'est pourquoi on m'a directement mis à la CIL. Et lorsque ma maman venait souvent au village, je pleurais beaucoup lorsqu'elle devait rentrer en ville. Je pleurais beaucoup, je voulais rentrer avec elle, je ne voulais pas rester au village. Et au village aussi, nous étions avec ma maman et mes tantes. Et pour ceux qui le savent, ce n'est pas facile lorsque tu vis, généralement, dans le monde, lorsque tu vis avec quelqu'un qui n'est pas ton parent biologique, ce n'est pas facile. Tu subis des frustrations, des épreuves de tout type. Et je me souviens souvent, la ville était, au village de maman, la ville était à environ 10 km. Et puis j'avais ma tante, la grande sœur à ma maman, la première née même de ma grand-mère, qui devait souvent aller au marché pour vendre des vivres en ville. Mais le train qui passait a arrêté de passer. Donc on avait arrêté le train. C'était au Cameroun, dans la ville de Ngoumou. Et puis il y avait le train qui faisait la ligne de Balmayo à Ngoumou.
Et quand Cambrai a décidé de suspendre cette ligne-là, le train ne passait plus. Du coup, il fallait transporter les vivres jusqu'à la ville afin qu'elle puisse les acheminer au marché. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle nous demandait à nous de les transporter. Et je pense que j'avais aux environs de 6 à 7 ans. Tu vois, à l'âge de 7 ans, on va te mettre un gros bagage sur la tête qui contient des bâtons de manioc. Tu vas les transporter depuis le village, tu vas parcourir 10 km jusqu'en ville. Et nous marchions le long des rails. Et puis, il fallait quitter de la maison à 4 heures pour arriver en ville. Ça, c'est juste pour vous donner un peu un aperçu parce que je vais briefer un peu de ce que nous avons vécu dès l'enfance. Alors, lorsque je devais atteindre l'âge de 8 ans, pendant ces grandes vacances-là, à fin d'année scolaire, où je faisais le cours préparatoire, et ma maman est venue et puis elle nous a pris, mon grand frère et moi, pour aller rester avec elle en ville. En ce moment-là, elle louait une chambre au quartier Ayéné, dans la ville de Yaoundé. C'est là où je suis allé à l'école du plateau. J'ai fait le cours élémentaire 1. Je découvrais la ville et puis je me souviens à la première séquence, j'ai eu 8 de moyenne. Et puis je ne faisais que dire à ma mère, j'ai eu 8, j'ai eu 8. Et puis elle me disait, mais toi tu me dis tu as eu 8. Mais ce n'est pas un honneur, au contraire, tu as mal travaillé. Mais à la deuxième séquence, j'ai eu 14 de moyenne. Troisième séquence, j'ai commencé à réussir. En fait, donc dès que je me suis senti dans mon biotombe, j'étais à l'aise, j'ai commencé à réussir en classe. Donc il faut dire que pendant l'école primaire, j'étais un élève modèle. Bien que j'étais délinquant à l'école. Parce qu'avant, je me souviens, nous avions des aînés du cours moyen 2 qui nous arrachaient notre repas. Si tu avais le pain, ils arrachaient. Tu avais de l'argent, ils arrachaient. Alors j'avais un ami avec qui on était assis sur le même banc. On a décidé de former notre clan à 2 pour bastonner nos aînés qui étaient au cours élémentaire 2, cours moyen 1, cours moyen 2, qui nous mettaient mal à l'aise en ce temps-là. Et puis nous, on se liguait, on avait formé un petit groupe avec d'autres amis qui ont vu que ça se passait plutôt bien. Ils nous ont rejoints et puis on a commencé à faire cela. Maintenant, tous ceux qui nous avaient frustrés et qui avaient arraché nos vivres, lorsque nous rencontrions leur petit frère, nous savions que bon, lui c'est le petit frère de tel, qu'est-ce qu'on faisait? On bastonnait son petit, on arrachait son repas et puis lorsqu'il allait appeler son grand frère venait et puis il avait l'impression que ce n'est que moi ou alors ce n'est que mon ami qui a bastonné son petit frère. Et lorsqu'il va se mettre à lever la main sur lui, nous, on va venir sur lui comme des fourmis. Nous tous, nous étions déjà une grande bande. On va venir sur lui comme des fourmis. Et puis, tu vois, même si tu es grand, quand il y a plusieurs petits-enfants, toi aussi, tu es au cours moyen 2, il y a plusieurs petits-enfants qui te tombent dessus comme ça. Ils vont avoir raison de toi. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a vécu. Et puis, je vivais avec ma maman. Il faut dire que chez ma maman, ça n'allait pas très fort. Ma maman déjà est agent d'entretien jusqu'à aujourd'hui. Donc même à cette époque-là, elle était agent d'entretien. Et elle avait à peine un salaire de 30 000 francs le mois. Ce qui déjà, s'il fallait payer la maison et puis s'assurer qu'on mange tous les jours, c'était difficile pour qu'elle puisse joindre les deux bouts. Alors puisqu'on allait aussi au marché, là où se trouvait la femme de mon oncle, bon quand je dis la femme de mon oncle, il n'était pas marié, il vivait en concubinage. Là où il se trouvait, elle allait au marché. Et puis étant là-bas, elle a proposé à ma maman de nous acheter une brouette pour que nous, on commence à faire la brouette parce que les enfants faisaient la brouette et ça payait plutôt bien. Et puis ma maman nous a proposé l'idée et puis elle nous a dit, bon, si on n'est pas d'accord, elle ne va pas le faire. Mais nous, comme ça, on avait envie de sortir, nous, on a accepté, on était même très contents. Et puis elle nous a acheté une brouette. On a commencé à faire la brouette là. Les journées, on travaillait 1000 francs, 1500, 2000. Et puis on évoluait comme ça. Et pendant ce temps, ma tante avait demandé à ma maman de déménager de chez elle pour aller vivre avec elle. Ma tante qui est ici la petite sœur de ma mère. Et puis nous sommes allés vivre là-bas. Au début, tout allait bien, c'était bon. Mais après aussi, les choses ont changé. Donc, dans la maison, l'atmosphère était bizarre. Tu sais, quand tu vis chez quelqu'un, quand nous sommes dans le monde, avant que nous nous connaissions Christ, souvent même tes propres frères, tes propres sœurs peuvent te faire des choses inimaginables, vous voyez. Donc, à la maison, il y avait une ambiance déjà bizarre. Et bien qu'étant petit, je pouvais discerner cela. Et à un moment donné, il y avait ma grand-mère, la mère de ma mère, et bref,
la maman côté maternel qui est venue vivre aussi avec nous à la maison. Et puis, qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? Elle a commencé à faire que, puisque c'est ma tante, c'est chez elle qu'on vivait, c'est elle qui payait le loyer, et puis elle avait des finances. Et puis elle avait aussi son copain, il était bien, quoi, donc il finançait. Donc lorsqu'elle cuisinait, elle servait à ma tante dans des grandes assiettes, c'est bien. Mais quand c'était ma maman, c'était un peu différent. Elle lui servait dans un plat et puis c'était petit. Donc, bref, elle a commencé à faire la combine. Et puis, même sur ses petits-enfants, c'était pareil. Nous, on était un peu comme les guignols, quoi. Ta maman, elle ne rationne pas ici. Ta maman, elle n'a rien ici. Donc, tu es comme ça. C'est un peu comme ça qu'on a vécu. C'était un peu dans la division. Et puis, les bavardages à gauche. Ici, en Côte d'Ivoire, on dit papatoya. Vous voyez, c'était à gauche, droite, les commérages. Et puis, souvent, je me souviens, j'allais dans la chambre. Et puis, je trouvais ma maman en train de pleurer. Moi, j'étais tout petit et vous pouvez imaginer, je faisais déjà le cours moyen 1. Et puis, j'étais déjà un peu sage. Il faut avouer que quand même, depuis petit, le Seigneur m'a donné un certain discernement, une certaine sagesse à comprendre certaines choses, même des grands. Donc, quand je voyais souvent ma maman pleurer, ça me faisait très mal. Ça m'a blessé, ça me blessait, ça me faisait vraiment mal. Et puis, j'allais la consoler. Parfois, quand elle me voit, elle veut essuyer les larmes. Parfois, elle n'arrive même pas à essuyer. Et puis, on a déménagé, nous sommes allés dans un autre quartier et nous vivions toujours avec ma tante. Et puis là-bas, un jour, ma tante avait sorti une phrase comme quoi elle, comment je peux dire, comment je peux traduire ça en français? Elle a dit, elle se torture le corps, elle sacrifie son corps pour que bon, en Ewondo, elle a dit tu vois, en français, ça veut dire je sacrifie mon corps, je fais faire n'importe quoi avec mon corps pour que des animaux mangent, pour que des imbéciles mangent. Donc, vous voyez, elle a dit ça aussi sous l'effet de la colère. Et puis, étant enfant, j'ai capté ça. Et quand ma maman est rentrée du travail, il faut avouer que ma maman pouvait faire 1 an sans salaire. Elle pouvait faire 1 an sans salaire. Et puis quand on vient, sur les 1 an, on peut payer 3 mois. Et puis on dit, les 9 autres mois, oubliez, l'argent ne viendra jamais. Donc quand ma maman est rentrée, je lui ai dit ça, que voici ce que Tantine a dit. D'une manière naïve. Moi, je lui ai dit, bon, voici ce que Tantine a dit. Elle était fâchée. On était là, on était tous, on sortait jouer au foot. Et puis, comme on est monté sur la véranda avec la santé, nous sommes entrés. Elle s'est fâchée, elle a dit ça. Et puis, ma maman s'est mise à pleurer devant moi et mon grand frère. Et après, je me suis mise à regretter même pourquoi je lui ai dit. Et puis, j'ai commencé à me promettre, je me suis promis à moi-même que, à cause de ça, je vais la venger. C'est-à-dire ma tante et mes autres tantes qui m'ont fait souffrir au village. Parce que même à l'âge de 3 ans, je me souvenais de toutes les mauvaises choses qu'on m'a fait. Donc, je m'étais promis de me venger de ça, de venger ma maman. Et puis, le temps est passé. Je suis allé, j'ai revoyagé, je suis allé en Goumou chez mon oncle, qui était comme mon papa à ce temps-là. Et il faut avouer que mon oncle, là, aujourd'hui, il est décédé. Mais tout ce dont je pouvais avoir besoin, lui, il a commencé à subvenir à mes besoins. Et puis j'ai grandi avec ma maman. Le temps passait, on évoluait. J'ai fréquenté avec mon oncle. Et puis quand j'allais à l'école, je vivais uniquement avec lui et ma petite cousine qui était sa fille. Donc lui, il ne restait pas à la maison et c'est là que j'ai commencé à apprendre à faire la cuisine tout seul. Mais lui, il s'assurait qu'il y ait tout à la maison. Et il y avait une boutique dans laquelle, si j'avais besoin de quelque chose que ce soit, je pouvais me présenter devant le boutiquier et il allait me donner ce que je voulais. Et puis en allant aussi à l'école, il me donnait de l'argent. Beaucoup d'argent même. Pour aller à l'école, pour mon âge. Et puis, j'ai, par la grâce de Dieu, obtenu mon CEP. Je suis allé en première année. Moi, je voulais faire enseignement général et puis mon oncle a eu l'inspiration. Il m'a fait virer en enseignement technique. Je faisais comptabilité. La première année, bon, je jouais et puis j'ai échoué. J'ai repris. Maintenant, la seconde année, c'est où j'ai commencé à m'asseoir, à me focaliser un peu à l'école. J'ai réussi, j'ai commencé par sortir premier, deuxième, troisième de la classe, premier, deuxième, jusqu'à ce que je suis arrivé en troisième année.
Il faut dire que j'ai connu les jeux vidéo pendant que je faisais soin à la brouette. Dans les marchés, il y a des personnes qui avaient des salles de jeux vidéo. Ce qui faisait que parfois j'allais faire la brouette et puis l'argent, dès que j'économisais 1000 francs, le reste, ça passait dans les jeux vidéo. Donc dès que je savais que 1000 francs, bon, c'est mon palier de la journée, c'est mon résultat, c'est bon, maman sera fière. Et puis l'argent même qu'on travaillait, c'était pour nous. Elle ne prenait même pas un centime dedans. Elle le prenait et puis elle gardait. Et c'est avec ça maintenant que si nous avions besoin de vêtements ou de certaines fournitures, elle ajoutait à son argent qu'elle épargnait et elle nous offrait ça. C'est ce qui faisait que même pendant les rentrées, nous pouvions être heureux. Alléluia. Donc ça fait que j'ai joué aux jeux vidéo et quand je suis allé dans la ville de Ngoumou, j'ai un peu oublié les jeux vidéo. Et à un moment donné, il y a eu quelqu'un qui est revenu à Ngoumou parce que Ngoumou était un peu sous-développé par rapport à Yaoundé, donc il n'y avait pas encore des salles de jeux vidéo. Et puis il est arrivé, il a installé des salles de jeux vidéo, notamment la PS, c'était encore la PS1, la PS1. Et puis j'ai commencé à fuir l'école pour aller jouer à la PS. Bon, qu'est-ce que je faisais? Les jours où je sais qu'on n'a pas cours, ou bien comme je savais comment je pouvais rentrer à l'école, il n'y avait pas de clôture. Donc si je sais que les premières heures sont des heures creuses, qu'est-ce que je fais? Ces premières heures-là, je suis à la salle de jeux vidéo. Je vais jouer et puis je calcule l'heure à laquelle peut-être la troisième heure après la petite pause du matin va commencer pour que le prof arrive et je vais aller à l'école au moment de la pause. Je vais entrer et je vais faire l'école. Mais maintenant, en troisième année, il faut dire, j'ai quitté encore chez mon oncle qui était comme mon papa pour aller vivre chez un autre de mes oncles qui était professeur. Et puis en vivant là-bas, ça n'avait pas vraiment été facile. Vous savez, quand vous vivez avec votre oncle et qui n'a pas accepté Jésus-Christ, qu'il le veuille ou non, il va vous maltraiter. Ce qui faisait que généralement j'allais au village. Le village qui était à 10 km, les mêmes choses que j'ai vécues étant à l'âge de 6-7 ans, j'ai recommencé à les vivre étant chez lui. C'est-à-dire chaque week-end tu dois aller au village, tu vas porter un filet de macabo, de plantain, de manioc, tu vas porter un joli filet, bien lourd, tu vas le mettre sur ta tête le dimanche pour rentrer ou le samedi, parce qu'il faut des vivres à la maison. Et puis je me souviens, chaque fois on faisait ça, et puis mon oncle nous a envoyé une fois au village pour aller décabousser son cacao. Nous sommes arrivés, il fallait le cueillir d'abord. Nous avons procédé à la cueillette et puis nous avons décaboussé. Pendant que nous décaboussions le cacao, j'avais eu une vilaine blessure sur le doigt. Donc avec la machette, sa machette qui tranchait, je me suis fendu le doigt de ce côté. C'était énorme au point où il a fallu serrer un gros garrot parce que le sang sortait en jet. Maintenant nous sommes arrivés et puis comme il y avait un système de vente de cacao où on ne laisse pas le cacao sécher, on peut le vendre étant mouillé. Mon oncle est allé vendre. Mais lorsqu'il a vendu ce cacao, même 25, il n'a pas déboursé pour prendre soin de ma plaie. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup fait mal. Et puis ça a attisé encore plus de rancœur en moi, d'amertume et de haine. Je disais, je vais me venger. Et puis l'année qui a suivi, un autre oncle nous a confié sa cacaoyère. Bon, il a dit quoi, comme lui il est en ville, il ne peut pas la travailler, donc il va nous la donner, mon frère et moi, comme on n'a pas d'héritage de ce côté, du côté de ma mère, et puis ma maman n'arrive pas à joindre les deux bouts, donc on va travailler ce cacao, et puis c'est lui qui va nous payer la scolarité. Vous voyez? Donc on a commencé à travailler. Nous sommes allés défricher, on a nettoyé, et puis au moment de la vente, la première vente, ça a donné, je crois, 30 000 francs. Nous sommes allés chez l'oncle chez qui nous restions, qui était professeur. On lui a présenté les 30 000 francs afin qu'il nous achète les livres qui nous manquaient, livres d'anglais, de français et quelques autres bouquins. Et puis la seule chose qu'il a fait lorsqu'il a pris les 30 000, c'est qu'il nous a acheté un livre. Il était allé à Yaoundé pour nous acheter cela, mais il est revenu avec un seul livre, le livre d'anglais neuf. Quand on lui demande où sont les autres livres, il nous dit, mais vous n'avez pas besoin de ces livres. Est-ce que vous allez composer le bac? Même ceux qui composent le bac n'ont pas besoin de plusieurs livres. Le livre d'anglais, ça suffit. Or, il me fallait à moi un livre d'anglais et à mon frère le sien, parce que nous faisions approximativement, nous faisions la même classe en tout cas. Mon grand frère, il faut avouer qu'il a eu beaucoup de retard à cause de beaucoup de problèmes spirituels dans la famille. À un moment, son intelligence a été volée.
Mais je vais revenir là-dessus si le Seigneur fait grâce. Donc, ce qui a fait que je l'ai rattrapé en classe. Mais nous ne faisions pas la même filière. Moi, je faisais comptabilité, section commerciale, et lui, section industrielle. Ce qui fait que nos horaires, même pour faire cours d'anglais, parfois coïncidaient. On avait cours d'anglais au même moment. Et puis, on n'avait qu'un seul livre. Et si tu n'avais pas de livre d'anglais, on te foutait dehors. Donc, c'était cette semaine-ci, c'est moi qui utilise le livre d'anglais. La semaine prochaine, c'est lui. Et pendant que lui, il a le livre d'anglais, moi, on me met dehors et j'accumule les heures d'absence. Pendant que moi, j'ai le livre d'anglais, lui, on va le mettre dehors et va accumuler les heures d'absence. Quelques mois, je vais dire 1 mois et demi après, nous avons fait une nouvelle cueillette sur la cacaoyère. Et puis, nous avons décabossé. Lorsqu'on a vendu, ça nous a donné environ 120 000. Dans les 120 000, puisque nous avons réfléchi que lorsqu'on lui a d'abord donné les 30 000 francs, il les a bouffés, quoi. Donc, quand nous sommes revenus, on a pris 20 000 francs. On lui a donné en main. Lui, il savait, il s'attendait à ce qu'on allait lui remettre encore tout l'argent, mais on a pris 20 000 francs. On lui a remis en main. Et puis, on a acheté un sac de riz à la maison. On a fait le marché. Et le reste d'argent, nous sommes allés à Yaoundé chez maman. On a pris une partie, on a donné à notre oncle qui nous avait confié la cacaoyère. Et le reste, maman s'en est servi pour nous faire un peu plaisir, nous acheter ce qui pouvait nous manquer. Et aussi quelques bouquins pour étudier. Donc, il n'a pas été content. Ce qui a fait que l'année qui a suivi, bon, il a dit, vous allez dire à votre maman que vous allez retourner, que vous ne pouvez plus fréquenter ici. Mais d'une part aussi, c'est que nous avons eu plusieurs problèmes avec lui. Il arrivait des moments où il nous interdisait même de manger à la maison. Donc, nous restions affamés pendant que nous allions à l'école. Et puis, il y a eu toutes ces choses-là. Mais bon, je vais essayer de briefer pour aller un peu plus vite. Il y a eu toutes ces choses-là, tous ces soucis-là. Nous sommes retournés vivre chez notre oncle qui était déjà marié, celui qui était comme mon papa. Et puis l'année où nous devions fréquenter, comme ma maman à chaque fois avait l'habitude de donner à notre oncle qui était professeur au lycée technique dans lequel nous fréquentions l'argent de notre scolarité. Qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois qu'on lui donnait l'argent, il empruntait d'abord. Il payait pour une personne et l'autre continuait d'aller jusqu'à ce qu'on le mette dehors, peut-être pendant 1 semaine, 2 semaines, avant qu'il n'aille payer. Maintenant, cette année-là, je faisais 4e année, j'étais en classe d'examen. Et puis, ma maman lui a encore donné notre argent de scolarité. Il a emprunté le mien, il a payé. Il a emprunté même les deux, celui de mon grand frère et le mien. Nous étions tous en 4e année, classe d'examen. Et puis, on a commencé à nous foutre dehors lorsque le moment est arrivé qu'il fallait payer. On a foutu tous les insolvables dehors. Et mon grand frère et moi, malheureusement, nous étions concernés. Il s'est battu parce que nous, on savait qu'il a payé. Lorsqu'on nous a foutu dehors, on a appelé maman pour lui dire, mais nous sommes dehors. Elle l'a appelé et il lui a dit qu'il a d'abord emprunté notre argent de scolarité. Et puis, je ne sais pas comment il s'est battu. Il a d'abord payé pour mon grand frère. Et moi, j'ai fait 1 mois et demi à la maison. Je ne parvenais pas à fréquenter. Et c'est mon oncle qui était comme mon papa, chez qui nous fréquentions, lui qui avait contracté un énorme crédit à la banque pour réaliser son mariage et plusieurs autres choses. Donc son salaire maintenant était réduit. A vu que nous étions coincés et il s'est battu, je ne sais pas comment il a fait, mais il a allé payer ma scolarité parce que j'étais en classe d'examen. Il faut avouer que cette année-là, nous avons fait pratiquement 1 année sans professeur de comptabilité. Imagine, tu es en classe d'examen, ta matière de base c'est la comptabilité qui est sur coefficient 10. Mais tu fais toute 1 année, tu n'as pas de professeur de comptabilité. Ce qui faisait que durant l'année scolaire, je sortais premier de la classe avec 15 de moyenne, 14 de moyenne, moyenne trimestrielle. Mais j'avais un souci, tableau d'honneur refusé à cause des heures d'absence. En fait, depuis 1re année jusqu'en 4e année, comme je fuyais aussi l'école pour aller dans la salle de jeux vidéo, chaque fois j'avais plus de 12, 13, 14 de moyenne, mais on me refusait les tableaux d'honneur à cause des heures d'absence. Donc je manquais les classes. Mais le Seigneur me faisait grâce d'être intelligent et de réussir à l'école. Donc vous voyez, c'est ainsi que cette année-là, toute notre salle de classe a échoué à l'examen parce que nous n'avions pas de prof de comptabilité. Donc nous avons eu néant. Ensuite, bon, ma maman, et puis comme avec la femme de mon oncle, là, elle me détestait, elle me haïssait même parce que mon oncle m'aimait beaucoup et qu'il faisait beaucoup de choses pour moi. Elle a commencé à nous empoisonner à la maison, mon grand frère et moi. C'est après que nous allons le savoir. Mais mon grand frère, lui, il a commencé à avoir des séquelles de mal d'estomac, aussi jeune qu'il était. Et nous, comme nous étions déjà quand même abonnés
dans une église qui prêchait un peu de la sanctification. Un peu, donc à un certain niveau. Ce qui faisait que nous, on priait souvent et puis l'homme de Dieu nous recommandait lorsque nous devions repartir après les vacances pour fréquenter. Donc ce qui faisait que chaque fois, on avait l'habitude déjà de prier à cause de ça. Comme nous savions nous étions en danger, nous avions pris l'habitude de souvent prier. Le matin, le soir, chacun se bat à prier. Donc ce qui faisait que chaque fois qu'elle nous donnait à manger, elle nous mettait des surdoses de poison mortels, violemment mortels. Mais nous, on ne ressentait rien. Donc, parce que nous étions avec ses neveux à la maison, mais elle servait chacun son plat. Et quand elle t'appelle, elle dit, voici ton plat, elle te le donne à main. Toi, voici ton plat. Toi, voici ton plat, elle te le donne à main. Donc, pendant que ça se passait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle nous empoisonnait. Donc, par moments, elle nous empoisonnait à petit feu de manière à ce que lorsque nous allons quitter l'école pour retourner chez notre maman pendant les congés, que nous allions mourir là-bas. Pour que ce ne soit pas que c'est chez elle que nous sommes morts. Elle voulait nous éliminer tous les deux. Mais à chaque fois, ça ne se passait pas. Premier trimestre, ça n'a pas marché. Deuxième trimestre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à mettre des surdoses, de manière à ce que, même si on meurt étant chez elle, bon, elle s'en foutait en fait de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Mais son problème, c'était qu'il fallait que nous mourions. Et à chaque fois, elle avait une phrase qu'elle prononçait disant, quand Dieu aime quelqu'un, même si tu empoisonnes le repas de cette personne, comment? Si Dieu aime la personne ne mourra pas. À chaque fois qu'elle parlait de ça, nous, on ne savait pas pourquoi elle le disait. On se disait, ah bon, peut-être elle a vécu une expérience et puis toutes les histoires qu'elle nous racontait. Or, il s'agissait de nous. Elle nous empoisonnait copieusement. Mais, par la grâce de Dieu, nous n'étions pas morts. Sinon, à l'heure actuelle, au village, soit de mon papa, soit de ma maman, on aurait vu deux de nos tombes. Ma tombe et celle de mon grand frère, qui est aujourd'hui docteur dans la sainte doctrine de docteur Marc. Donc, on a vécu ces choses-là. Et puis, par la grâce de Dieu, l'année où je suis retourné à Yaoundé vivre avec maman, j'ai pu avoir mon examen. Il faut avouer que quand je suis allé à Yaoundé, j'ai été transformé. C'est où je suis devenu un véritable délinquant. Donc, j'étais récalcitrant, rebelle, têtu. Donc, j'ai eu des gangs. Vous savez, quand vous êtes dans une ville un peu retirée de la ville, il n'y a pas trop de délinquants, donc c'est modéré. Mais lorsque vous arrivez en ville, là où vous avez des amis violents, comme j'aimais tellement le foot, j'ai commencé à jouer au foot, à danser les chansons d'Arafat. Donc, la mode est arrivée, pardon, excusez-moi. La mode est arrivée, c'était Arafat. Les danses d'Arafat. Donc, j'ai commencé à danser le coupé décalé, à jouer au foot. Et comme on m'appréciait quand je jouais au foot, ce qui faisait que le foot et la danse, je suis entré, les filles. Et puis, il faut avouer que j'avais déjà des copines, même étant à Ngoumou. Mais ça s'est encore plus accentué quand je suis allé à Yaoundé. Donc j'avais des copines, j'ai commencé à faire la fête, aller dans les soirées, les snacks et tout, les choses que je faisais par saison. Parce qu'il faut avouer qu'en Ngoumou, pour aller dans une soirée, c'était lorsqu'il y a kermesse dans votre établissement. Pour aller dans un maquis, dans un bar ou une boîte, c'était lorsqu'il y a kermesse, lorsqu'il y a la veille de la fête de l'unité et tout. Donc c'était ça. C'est comme ça que j'ai commencé par être délinquant. Et puis, on va quitter de chez mon oncle. Ma maman va décider d'aller prendre. Parce qu'après ça, ma maman est quittée de chez ma tante. Il y a eu des problèmes pendant que moi je vivais chez mon oncle avec mon grand frère. Et puis, ma tante a déménagé pour aller vivre avec son mari. Et ma mère est restée en aide. Et puis, mon oncle lui a demandé d'aller vivre avec elle. Elle n'arrivait pas en ce temps-là à joindre les deux bouts. Elle allait vivre chez mon oncle. Mais quand il a fallu que nous rentrions, elle a décidé d'aller prendre sa propre maison. Arrivée, elle nous demandait de prendre une maison avec 2 chambres. Nous, mon frère et moi, nous allions avoir notre chambre et elle la sienne. Mais arrivé, il y a ma tante, l'aînée qui nous a vraiment maltraités. Hein. Je vais dire cela comme il se doit. Pas que je la hais aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne la hais même pas. D'une part, ça m'a beaucoup formé. Mais qui nous a maltraités va proposer à ma mère, puisqu'elle était revenue en ville, qu'elle veut vivre avec elle. Qu'elles vivent ensemble. Et puis on va prendre la maison. Elle a fini par prendre la 2e chambre. Maman a pris la 1re chambre. Bon, l'une des chambres en tout cas. Et puis nous dormions au salon. Et c'est quand on va vivre avec ma tante là que je vais commencer à avoir des habitudes. Je ne sais pas, ça a commencé. J'ai commencé à voler. Comme ça. Or, avant, je ne voulais pas.
Donc, bref, quand on va rester, c'est cette année-là, en seconde, que je vais commencer à voler. Et je vole quoi? L'argent de ma maman. C'est l'argent de ma maman que je volais pour aller jouer aux jeux vidéo. Après ça, j'ai appris à jouer aux cartes. Quand je parle aux cartes, c'est aux cartes qu'on joue avec les amis et puis on mise de l'argent. Chez nous au Cameroun, on appelle ça le nchambo. J'ai commencé à jouer à ça. J'ai appris à jouer. Mais avant d'apprendre à jouer à ça, j'ai appris à jouer à ce qu'on appelle des coups d'eau à la pièce. Ça veut dire, je choisis mon équipe, tu as ton équipe et puis on va jouer les matchs. Celui qui gagne remporte la mise. On mise de l'argent. Après, c'était une sorte de jeu de hasard sur la PS, le pari foot. On a joué à ça. Et puis, j'ai appris à jouer aux cartes. Et j'ai tellement appris à jouer aux cartes, on m'a tellement bouffé que j'ai été formé, même sur comment tricher à la carte. Donc, parfois, celui qui était comme Katika, qui tenait la maison de jeu de cartes, parfois pouvait me prendre comme cheval de course. J'explique, c'est quoi un cheval de course? Celui-là on va prendre celui qui maîtrise comment tricher. Lorsque quelqu'un qui a beaucoup d'argent arrive, il me prend et il me donne la mise. Et puis, il sait que je sais tricher, donc je vais jouer les tours de tricher avec celui qui est en face de moi. Et puis, je vais jouer avec lui. Et on joue à des taux élevés, parfois 5 000, 10 000 en un coup. Donc, tu vois, si tu as 100 000, 200 000, 300 000, en une heure de temps, tu n'as plus rien. Donc, quand je finis comme ça, il va prendre ma part, il va me donner. Mais il faut avouer que même en jouant les cartes, mon argent de scolarité, je l'ai bouffé à plusieurs reprises à cause de ça. Chose que je n'avais jamais faite. Donc, mes habitudes ont changé d'une manière brutale et radicale. J'ai commencé à fuir l'école. Et puis, c'est en classe de seconde. Mon oncle, déjà en classe de 4e année, lorsque j'ai eu mon préparatoire, mon oncle est tombé malade. Il a eu un cancer ici. Celui qui était comme mon papa même. Celui à qui, lorsque je demandais quelque chose, ça ne tardait pas. Chaque fois qu'il allait prendre son salaire à la fin du mois, j'avais ma part dedans. Bien que je vivais déjà à Yaoundé avec ma maman. Chaque fois qu'il venait à Yaoundé, on se voyait et puis il me donnait ma part. Donc, c'était comme ça. Même ses propres enfants n'avaient pas ça. Mais moi, j'avais ça. Donc, il m'a tellement aimé, je ne sais même pas. Et puis, c'était lui, pour moi, c'était lui mon papa. Parce que quand ma maman et mon papa se sont séparés, je n'ai plus jamais revu mon papa. Je l'ai encore vu un seul jour lorsque je faisais le cours élémentaire 2. Après, je ne l'ai plus jamais revu. Donc, c'était lui mon papa, mon oncle, qui faisait tout pour moi. Il a eu le cancer au niveau du cou. Bien aimé, quand son cou a commencé à gonfler, j'ai su que son cancer était grave quand on a dit qu'on devait lui percer un trou ici premièrement. Parce qu'il n'arrivait plus à parler. Il fallait lui percer un trou ici pour respirer. Parce que même respirer, il ne respirait plus et il se tordait de douleur. Quand je l'ai vu, lorsqu'il est sorti du bloc opératoire et qu'il avait une sonde ici, un tuyau ici, c'est par ici qu'il respirait. J'ai commencé à avoir mal pour lui. Parce qu'il fumait. Il fumait et il consommait de l'alcool. Donc, plusieurs disaient, c'est de là que lui vient le cancer. Et puis, j'ai vu comment il s'est fait opérer de son cancer. L'opération s'est bien passée. Il a commencé à faire des chimiothérapies et tout allait bien. Mais la révélation va sortir après que c'est sa femme et ma propre tante qui lui ont lancé. Donc, il y avait aussi une maman au village qui avait le cancer et qui lançait aux gens. Elle était une grande sorcière. Donc, ils se sont alliés, elle et sa femme, la femme de mon oncle, pour lui lancer ce cancer. D'après les révélations qui sont sorties, même dans le village, pendant les moments de deuil et après, les révélations sont sorties. Donc, on a lancé ce cancer à mon oncle. Et puis, bien que l'opération s'était bien passée, il a continué de souffrir. Même après la chimio, il est reparti à un deuil au village. Et lorsqu'il est rentré, la famille a fait genre, on fait une assise pour que notre fils soit guéri. Ils ont fait une assise bizarroïde des traditions là. Et puis lorsque mon oncle est rentré de là, il était bien portant. Il a chuté et il a maigri, presque comme un bambou. Il était squelettique. À la suite de ça, il est revenu vivre avec nous à Yaoundé, avec maman. Donc, il était avec nous. Quand il fallait aller à l'hôpital, on partait. Quand il fallait l'amener à l'église de la Valarche, on l'amenait. On avait espoir. Chaque fois, j'allais à l'école en seconde. Quand je venais, il me disait toujours, il me saluait. Donc, tout le monde pouvait entrer dans la chambre où il était couché. Tellement il m'aimait. Quelqu'un pouvait entrer, il le salue, mais il ne répond pas. Mais quand moi j'arrive,
Quand je salue, je fais un geste, il répond avec un signe aussi. Quand il arrive au niveau, il ne pouvait plus répondre avec un signe. C'était un regard. Il hochait la tête ou il bougeait. Quand il entendait même seulement le son de ma voix lorsque j'entends la chambre, il se tourne pour me regarder. Mais que ce soit quelqu'un d'autre, même si on lui dit quoi, il n'écoute pas, il s'en fout. Mais quand j'entrais, quand il savait que je suis rentré de l'école, même avant, quand il était encore bien portant, il me réprimandait lorsque je manquais de respect à ma maman. Parce que j'étais devenu délinquant. Et comme il ne pouvait pas parler, il faisait des gestes. Et je sentais qu'il était en colère. Et parfois, je le titillais un peu, je l'intriguais parce que c'était mon papa. Donc, je le dérangeais, je l'énervais aussi. Parfois, je lui répondais aussi mal, comme ça se passe de nos jours dans le monde, les enfants et leurs parents. C'était comme ça. Et puis, pour vous dire vrai, il m'aimait beaucoup et je l'ai tellement aimé. Le genre d'amour que je lui ai donné, je ne sais pas. Et puis, un jour, je suis rentré, je sortais jouer au foot. Quand j'ai fini de jouer au foot, je rentrais à la maison. J'étais en seconde, c'était vers la fin d'année. Et puis, je rentre. Chose qui me surprend d'abord, c'est que j'entre dans la chambre. Il a entendu le son de ma voix, mais il ne se tourne pas. Je le salue. Il ne fait aucun mouvement. Il est statique. Et puis, avec mon faux courage, j'ai déposé mes choses. Je suis allé devant lui, les yeux ouverts. Il avait les yeux ouverts. J'ai fait le signe de la main. Rien. J'ai fait comme si j'allais lui mettre le doigt à l'œil. Aucun mouvement. J'ai posé ma tête sur sa poitrine. Aucun battement de cœur. Il ne respirait plus. Et comme je ne voulais pas accepter la réalité, je ne voulais pas croire qu'il est mort. Donc je voulais croire qu'il est au coma ou bien il y a quelque chose. Je me suis levé. Comme j'ai failli perdre la tête même. J'ai failli devenir fou. Je suis sorti, je suis allé m'asseoir à la véranda. Je me suis baissé. J'ai commencé à regarder le sol. Les gens étaient au salon, ils causaient. Ils n'étaient même pas au courant, ils n'imaginaient rien. Mais moi, j'étais assis dehors. Je savais déjà ce qui se passe. Mais je ne voulais pas dire par espoir que ce qui est changement, que ce ne soit pas ça, ce que je voyais. Et puis, j'étais assis dehors. Je regardais le sol. Je revoyais le défilé de toute la vie. Et j'ai commencé à regretter pourquoi je suis revenu vivre avec ma maman pour fréquenter. Pourquoi tous ces moments, je ne les ai pas passés à ses côtés si je savais qu'il était sur le point de partir, qu'il lui manquait à peine 1 an, 2 ans pour mourir. Et puis je suis retourné au salon. J'ai fait juste ainsi, j'ai dit, allez un peu le voir dans la chambre. Et je suis revenu m'asseoir dans la véranda, au sol. Lorsqu'ils sont allés, j'ai entendu les pleurs de ma tante. Et j'ai compris que c'était ce que je redoutais, ce que j'ai vu. Et c'est comme ça qu'on l'a porté. Lorsqu'on l'a porté, on a d'abord appelé les gens de la famille. Et puis pendant qu'on appelait les gens, moi je suis rentré dans la chambre. Et puis je le pinçais fort, en espérant qu'il y ait une réaction, comme quoi il n'est pas mort, qu'il peut revenir. Je le pinçais et je suppliais Dieu dans mon cœur. S'il te plaît, ramène-le. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Pendant que les gens regardent ailleurs, je le tapote. Je le tapote. Je le secoue. Quand les gens viennent, je reste tranquille. Donc je suis resté, je n'ai même pas coulé une seule larme. J'étais calme. Je me demande où j'ai pris cette force-là. Mais j'étais calme. Mais dans ma tête, c'était comme si j'allais devenir fou à l'instant. Et puis, on devait le transporter pour le mettre dans le véhicule et l'amener à la morgue. Quand on a enroulé le drap sur lequel il était couché sur lui, je l'ai regardé. Je vois, j'ai dit, lui, de son vivant, même quand il était malade, il n'acceptait même pas qu'on le touche n'importe comment. Donc, il avait une haute estime de sa personne. Ce qui fait que, quand j'ai vu comment on l'empale, lui on l'appelait Monsieur Sûr, c'était son surnom. Monsieur Sûr. Donc, il a fréquenté. Et puis, il était sage. Donc, on ne pouvait pas lui faire n'importe quoi. Et puis, au niveau intellectuel, il était assis. Même la loi, même les policiers ou bien les gens, les représentants de la loi, avaient peur de lui. Ceux qui le connaissaient, parce qu'on savait qu'avec lui, on ne peut pas lui faire n'importe quoi. Il connaît ses droits et tout. Mais quand j'ai vu comment on l'empale, j'ai dit, mais le type, il est vraiment mort, c'est quoi? J'étais parmi ceux qui le transportaient. Je suis allé le mettre dans la voiture. Et tout le monde me regardait parce qu'on savait quelle relation j'avais avec lui. Donc tout le monde m'observait et on voyait comment j'étais fort. Je ne pleurais pas.
il faut avouer que j'étais un garçon avec tout ce que la vie m'avait fait subir. J'étais solide. Donc, mes larmes là, ça ne coulait pas. Depuis l'époque où j'ai vu ma maman pleurer et que j'ai pleuré avec elle, ça m'a rendu dur. Mes larmes là, ça ne coulait pas. Donc quand il est décédé, j'étais dur. On l'a mis dans le véhicule et on a refusé que je monte dans le véhicule pour aller à la morgue de Ngoumou, qui est plus proche de son village. Je suis resté. Chaque fois le téléphone sonnait, je partais décrocher. Ou le téléphone des gens, parce que j'avais espoir qu'on dise que non, c'était une erreur. Il a ressuscité. Mais ils sont allés et puis ils sont revenus. Et puis je demande, vous l'avez mis à la mort? Ils disent oui. Il n'a pas bougé, il n'a rien dit. Il dit non, malheureusement rien. Je suis resté. Quand on m'a dit qu'il faut aller composer la 6e séquence. J'avais commencé déjà à composer la 6e séquence, donc il manquait la 2e vague. J'ai dit qu'ils me foutent le camp. Je ne vais plus composer. C'est comme ça que j'ai abandonné. Cette année, j'ai dit, je ne vais même plus composer. C'était vers la 6e séquence, donc la fin d'année. Mais bien que je fuis à l'école, même au cours de l'année, je n'allais pas composer, je n'allais pas fréquenter. Mais quand j'allais composer, j'y réussissais. Ce qui a fait que même à la fin d'année, quand je n'ai composé que la première partie, il me restait 2 matières, une matière de coefficient 6 et une matière de coefficient 3. J'ai dit qu'ils me foutent le camp, je ne vais pas les composer. Mais en fin d'année, le Seigneur m'a fait grâce et j'ai réussi. Pour aller en première, j'ai bien commencé à vouloir aller en première. Et puis c'est même là, à ce moment-là, que j'ai même commencé à voler de l'argent. En ce moment. Et premièrement, c'était l'argent de ma scolarité, pour l'achat de ma place. J'ai pris 15 000 dedans et j'ai appris à jouer aux cartes. C'est avec ça que j'ai appris à jouer aux cartes. Et on m'a bouffé tout cet argent. Je me rappelle mon grand frère, mon grand cousin, après l'enterrement de mon oncle, m'a fouetté à cause de ça. Lui, il était gendarme. Mais lorsqu'on a enterré mon oncle, allant au village, à la levée, je suis arrivé en retard parce que je ne voulais pas voir. Je ne voulais pas voir ce qui se passait. La veillée est finie. Et puis nous sommes allés au village pour l'enterrement. À la levée, j'ai dansé. Comme c'était la tradition chez nous, on va taper les tam-tams et tout, vous dansez à la veillée. J'ai dansé, je disais, je ne voulais pas danser au début, mais on m'a dit, c'est ton papa. Il faut danser pour ne serait-ce qu'une dernière fois à son honneur. J'ai dansé comme un malade. Et puis le lendemain, jour de l'enterrement, quand j'ai vu son corps, j'ai commencé à pleurer. C'est là que j'ai réalisé que c'était sérieux. J'ai commencé à pleurer sérieusement. Je n'ai jamais eu mal comme ça de toute ma vie. Et puis en même temps, ça m'a déclenché le mal de dos. C'est après qu'on m'a dit qu'on m'avait lancé le mal de dos là. Donc, je ne pouvais plus me lever. J'étais paralysé sur place. Le dos me faisait extrêmement mal. Mais au moment de l'enterrer, je suis sorti, j'ai forcé. J'ai dit, si, je dois voir au moins comment on le met sous terre. J'étais parmi ceux qui transportent le cercueil. Et en déposant le cercueil, j'ai même failli tomber à l'intérieur de la tombe parce que j'ai perdu l'équilibre. Et puis, j'ai pleuré, tout le monde a pleuré. Quand on a fini l'enterrement, je n'ai pas pu supporter de rester là. À peine l'enterrement était fini que j'ai pris le véhicule pour rentrer sur Yaoundé. Et puis en rentrant sur Yaoundé, je suis allé me coucher sur le matelas sur lequel il était couché lorsqu'il a décédé. Je suis resté là. J'espérais le revoir. J'espérais même qu'il revienne, qu'il revienne. Même le voir dans les songes, j'espérais. Mais rien. C'est bien après des mois après que j'ai fait des songes où je l'ai vu, lui, étant bien portant. Très bien portant. Et qui lui partait en me disant de ne pas m'inquiéter. L'année qui suivait maintenant en première, j'ai dit je ne fréquente plus, j'arrête l'école. Parce que ça ne sert à rien que je fréquente. C'est lui que je savais que je vais construire une maison pour lui lorsque je vais travailler. Le voilà qui est décédé. Et ce temps-là, il aimait la boisson dont je disais que je vais offrir un bar juste pour lui, là où il pourra boire à volonté. J'ai dit, le voilà qui est mort. Qu'est-ce que l'école? L'école me sert encore à quoi? Je n'ai plus rien à faire, ça ne me sert plus à rien. J'ai abandonné. Et cette année-là, je suis resté à la maison. D'une part parce que, à cause de ça, j'ai commencé à jouer aux cartes dehors. J'ai commencé à jouer au jeu de hasard et tout. Donc, j'ai utilisé l'argent de ma scolarité pour faire tout ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, je n'ai pas fréquenté cette année-là. Je suis resté à la maison. Maintenant, l'année qui suivait, puisque je devais aller en première, j'avais eu mon entrée en première, mais j'avais un bulletin sale à cause des heures d'absence. On a fraudé.
Donc, on a scanné mon bulletin et puis on a changé les heures d'absence. Et puis, on a changé la note qui disait que j'étais exclu parce que je fuyais l'école, parce que j'avais des heures d'absence, pour que je puisse entrer dans un autre établissement. Donc, j'ai fait 1 an à la maison. Et l'année suivante, moi-même, j'ai dit à ma maman, je veux retourner à l'école. Parce que ça me faisait bizarre de rester à la maison, tandis que les autres vont à l'école. Et puis, je suis comme un voyou. Mais le Seigneur m'a fait grâce, je n'ai pas fumé, je n'ai fumé rien que ce soit. Je n'ai pas fumé ni pris des stupéfiants en comprimé comme les autres prenaient et tout. Mais j'étais têtu. Tout le reste des désordres, j'ai fait ça. Bagarrer avec des gens, avec les foules. Il m'arrivait parfois de bagarrer contre 8 personnes, moi seul. Et puis après ce combat, c'est les 8 personnes qui avaient des séquelles sur eux. Et moi, j'étais comme indemne. Donc, le Seigneur m'avait donné une force et un courage terrible. Donc, ce qui faisait que même dans la rue, c'était lourd. C'était lourd. Même dans les combats, je ne pouvais pas craindre de me mettre en duel contre 2, 3, 4 personnes en même temps. Non, ça ne m'effrayait pas. J'avais un courage de malade, de fou. Et puis, quand on venait dire j'ai bagarré contre 8 personnes, ces 8 personnes, il y avait mes aînés devant. Et puis, il y avait mes égaux. Mais c'est eux qui avaient des séquelles en eux. C'est comme si je ne ressentais pas la douleur. Lorsque ils me frappaient, on pouvait frapper la latte, elle se casse sur moi, mais je ne ressens pas la douleur. Donc j'étais comme un sacrifié. À un moment, j'avais pris la machette, j'ai poursuivi un de mes aînés avec la machette dans tout le quartier. Il a quitté le quartier pendant 1 an. Parce que je disais partout, je vais le voir, je vais le poignarder, je vais l'égorger. Donc j'avais ce ressenti. Mais 2, 3 semaines après, 1 mois, 2 mois, ma tension s'était calmée. Donc j'étais quelqu'un de très rancunier. C'est pendant l'année que j'ai fait à la maison que j'ai commencé à aimer le rap, à m'intéresser au rap. Et directement l'année qui suivait, j'ai composé le probatoire et j'ai échoué le probatoire en première. Donc mon oncle qui était au Canada, qui payait ma scolarité, m'a dit pour me punir, il va m'envoyer dans la ville de Soa. C'est toujours à Yaoundé même. Là-bas, il y a l'université aussi. Donc, je suis allé là-bas pour me punir afin que je sois un peu plus sérieux avec mes études. Étant là-bas, même là-bas, je n'ai pas fréquenté, je fuyais l'école. Mais en fin d'année, j'ai réussi à mon examen. Et puis ma maman et moi, nous avions un deal. J'ai réussi à mon examen. Et puis, elle me donne une somme de 50 000 francs. Et ce deal, on a tissé ce deal en moins d'1 mois de l'examen. Comme elle a vu que je ne partais pas à l'école, elle s'est dit que je n'étudiais pas. Mais j'ai étudié. C'est ce qui m'a permis de réussir. Et puis, le 50 000 qu'elle m'a donné lorsque j'ai réussi à mon examen, c'est avec ça que j'ai fait mon premier studio. J'ai commencé à faire la musique, le rap, le chant. J'étais apte dedans. Donc, j'ai commencé à faire la musique sérieusement. Et bien que j'étais débutant, j'étais très bon et tout le monde appréciait. Au point où on se disait non, c'est impossible que tu viennes de commencer le rap ou le chant. Tu le fais depuis des années, tu n'es qu'un menteur. Et moi, je disais non. Je viens juste de m'intéresser et puis j'ai dit, pourquoi pas essayer? Et puis en essayant, j'ai vu que j'étais plutôt doué dedans. Donc le Seigneur m'avait aussi donné une faculté d'apprendre très vite les choses. J'apprenais très vite, quoi que ce soit. Tu peux me montrer une fois et c'est bon. J'ai plus besoin que tu me montres. Je commence à faire. Et si tu ne te tiens pas bien, je vais exceller plus que toi dans le domaine. Donc j'aimais les appareils, j'aimais tout. J'étais curieux en fait, curieux dans tout. Maintenant, j'ai eu beaucoup de soucis dans ma vie. Je vais essayer de brosser un peu. Ça, c'est pour quelqu'un qui a eu une enfance normale. Donc, je suis en train de citer avant de toucher au volet spirituel. Ce qui fait que après, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai eu mon probatoire. Maman m'a donné mes 50 000. Je suis entré dans la musique et je devais faire terminale. Et puis, quand il fallait dire combien ma place a coûté, évidemment, l'oncle demandait à ce que chacun fasse un devis pour son année scolaire. Et moi, j'ai surélevé mon devis. Il me fallait maximum 100 000 francs pour ma scolarité et mes effets. 100 000 francs pour ma scolarité et tout, ma place et ma scolarité. Mais j'ai dit qu'il me fallait 200 000. Et maintenant, pour les effets et tout, mon oncle m'a envoyé plus de 350 000. Lui étant au Canada. Il m'a donné cette somme-là pour ma scolarité, donc j'ai surélevé. Et je n'ai utilisé à peine que 150 000. Et puis j'ai eu le reste comme bénéfice.
Donc, j'ai menti, je l'ai escroqué. Et d'ailleurs, c'est une restitution. Lorsque j'ai reçu l'enseignement sur la restitution, j'ai reçu que je dois faire cette restitution. Donc, je vais d'abord lui passer l'information. Et puis, si le Seigneur fait grâce, quand j'aurai les moyens, je vais restituer. Donc, je ne compose pas le bac en terminale. Je deviens délinquant. Quand je dis délinquant, c'est la rue, le rap, les jeux de hasard, le jambo, toutes ces choses-là, la musique, tout ça dedans. Et puis j'ai commencé à voler même l'argent de ma maman. Ce qui était avec moi, je voulais mes propres livres pour vendre. Les livres de mes cousins pour vendre afin d'aller jouer aux jeux de hasard. Donc voilà un peu ce que j'ai vécu. J'ai volé l'argent de ma maman, l'argent même de mon frère, mon grand frère. Et puis une fois, mon grand frère et moi, on voulait ouvrir une salle de jeux vidéo. J'ai acheté 2 consoles avec un écran plat. Et c'était l'argent du Paris Foot qui m'a permis d'acheter cela. Mon grand frère aussi avait acheté 2 consoles et un écran plat. Il était question que nous trouvions une salle et que nous complétions le reste appareil pour ouvrir notre salle de jeux vidéo parce que ça payait, ça paye même jusqu'à présent. Mais à un moment donné, moi j'ai repris encore mes appareils. Je les ai vendus parce que je voulais avoir puisque j'avais vu que les jeux de hasard m'ont permis de gagner près de 500 000 francs. Donc je me suis dit, si je vends un appareil et que j'utilise ça comme capital pour continuer à jouer aux jeux de hasard, je peux avoir 2 millions. Donc l'argent rapide quoi. Je voulais l'argent rapide. Mais je n'avais pas le courage d'entrer dans une secte. Or j'ai reçu des propositions. Même avec la musique, j'ai reçu des propositions d'entrer dans des loges, dans des sectes pour évoluer dans la musique, d'aller voir des marabouts, des féticheurs. Mais comme nous avions déjà été inculqués quand même dans des églises je vais dire, des églises dites chrétiennes, dites de réveil. Donc j'avais l'affection pour Dieu dans mon cœur. Je ne peux pas dire l'amour de Dieu, pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Jean 14, verset 15 que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je ne gardais pas les commandements de Dieu, donc ça veut dire que je ne l'aimais pas. Mais dans mon cœur, j'avais un respect pour lui et une affection où je savais que je ne peux pas entrer dans une secte parce que j'aime Jésus. 2, si je vais dans une secte, c'est ma maman que j'aime le plus là. C'est elle qu'on va me demander de vendre. Ce qui faisait que je n'avais pas le courage d'entrer. Mais je voulais passer par les jeux de hasard, un peu d'argent facile à gauche, à droite. Mais j'avais quand même jamais agressé quelqu'un. Les agressions, j'avais jamais agressé. Mais l'argent, j'ai volé l'argent de ma maman. J'ai volé l'argent de mon frère. J'ai volé l'argent de mon grand cousin qui avait travaillé le chantier. Lui, quand j'ai pris son argent, je prenais comme pour emprunter. Genre, je vais jouer au jeu de hasard, je multiplie et puis je viens lui remettre son argent. Mais après, quand j'ai tout perdu, c'est devenu un vol. J'ai volé l'argent de mon oncle aussi. Mon oncle, celui qui suivait, celui qui était comme mon papa. Une fois, nous étions allés travailler et puis je me suis dit, comme on a travaillé une fois, 2 fois, 3 fois, il ne m'a pas payé. Le 4e job que nous sommes allés faire, il m'a envoyé percevoir le salaire. Quand j'ai perçu le salaire, j'ai disparu dans la circulation avec le salaire là, comme pour me venger. Et puis après, je suis revenu. Mais il faut avouer que mon oncle là, bien après, il m'a maudit 2 fois de suite. Et puis à chaque fois qu'il me maudissait, moi j'ai déclaré, aucune âme forgée contre moi n'aura d'effet. Donc j'ai révoqué cette malédiction et je l'ai retournée contre lui. Donc on avait des prises de bec, des querelles. Et puis c'est chez mon oncle là que nous vivions, ma maman et moi. Bien après, il nous a demandé de sortir de chez lui. Puisque ma maman refusait qu'il me maudisse et lui voulait me maudire. Il voulait que ma maman soit d'accord qu'il me maudisse. Et ma maman a dit jamais, je ne peux pas te livrer la vie de mon fils sous prétexte que je vis chez toi. Et puis il a dit qu'on sorte et ma maman directement a pris une maison. Nous sommes allés vivre avec elle. Nous sommes sortis de chez lui. Mais après, les problèmes de la famille se sont arrangés. Donc c'est un peu comme ça que j'ai vécu. Et puis une fois, il y a une année, mon papa voulait payer ma scolarité. Mais quand il a payé, moi j'ai dit à ma maman qu'il n'avait même pas donné 25. Pourquoi? Parce que ce que j'avais perçu, je suis allé injecter ça dans la musique. Parce que moi, je voyais 2 choses. Le foot et la musique. Ce n'est que ces 2 choses-là que je savais qui allaient me faire briller. Vous savez, chacun
qui a joué au foot, tout le monde qui a joué a rêvé d'être une star un jour, comme un Cristiano Ronaldo ou un Samuel Eto'o ou je ne sais pas quoi. Et puis aussi dans la musique. Donc, j'ai investi dans la musique parce que c'est là où ça a été plus probable. J'étais abonné à des chaînes de radio, des chaînes de télé. J'étais constamment invité pour faire des prestations de rap, de freestyle. Et puis, j'ai sorti mon premier tube. J'ai sorti le second. Et puis, j'ai eu des grands frères qui étaient mes managers. Des grands frères dans la rue qui ont décidé de me manager et de financer ce que je faisais comme musique. Et puis, j'ai commencé à monter dans la musique. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais quand je dis monter, ça veut dire que toutes les grandes stars là, je les ai côtoyées. Mais moi, je n'ai pas eu le cœur d'entrer dans une loge. Je ne vais pas citer leur nom ni dire ce qu'ils ont fait eux. Je vais parler de ce qui me concerne, de ce que je connais. Je n'ai pas eu le cœur d'entrer dans une loge. J'ai rejeté ça au point où même mes amis me disaient, tu as trop de talent. Mais tu sais que tu vas tremper, non? Et je leur disais, jamais, je ne vais jamais tremper. Je vais briller dans la musique par la grâce de Dieu. Et si je suis obligé de tremper mes mains dans une salle à faire afin d'être riche dans la musique, eh bien, je ne vais jamais tremper. Et ma musique, je vais la faire écouter à ma famille, à mes amis et à moi-même. Et puis, ça va s'arrêter là. Donc, j'avais résolu dans mon corps que je ne vais jamais signer de pacte avec le diable. Pourtant, je faisais la musique mondaine, le rap. J'étais violent dans le rap, les clashs et tout. Et puis, les années sont passées. Et juste au moment où ma musique allait décoller, genre vraiment, véritablement décoller, sans que je n'ai signé aucun pacte avec le diable, mais j'ai eu des connexions. Les connexions sont venues toutes seules jusqu'à moi. Et puis c'est au moment-là que, bam, j'ai connu la sainte doctrine. Maintenant, je vais vous raconter brièvement le volet spirituel. Spirituellement, déjà étant petit, même le premier pasteur qui prêchait un peu la sanctification, c'est lui qui a été le premier à me dire que j'ai un appel à servir Dieu. Et moi, j'aimais voir les pasteurs, j'aimais comment ils étaient pasteurs la vie, mais je détestais leur vie. Je disais, ils sont trop en prison, donc moi, je ne vais jamais être pasteur dans ma vie. Je ne vais jamais être un serviteur de Dieu. Parce que eux là, ils sont en prison, leur vie là, ils sont comprimés. Ils ne peuvent pas jouer au foot comme nous. Ils ne peuvent pas aimer les femmes. Moi, j'aimais déjà les femmes, beaucoup même. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Même ma femme, quand je vais l'épouser, je vais la tromper. Donc, si je suis homme de Dieu là, je ne pourrai pas la tromper. Donc, je ne vais jamais être serviteur de Dieu. C'est ce que je disais. Et puis, nous sommes allés dans d'autres assemblées. Là-bas, on nous a enseigné la fausse grâce. C'est-à-dire quoi? Jésus a tout payé sur la croix. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et puis avant, j'ai connu d'autres serviteurs de Dieu. Et chaque serviteur de Dieu que je rencontrais me disait, toi tu es un serviteur de Dieu. Et puis comme quoi, l'esprit de Python aussi prophétise la vérité, quoi. Donc, chaque serviteur de Dieu que j'ai croisé, jusqu'aujourd'hui, chaque serviteur, même celui qui dit qu'il est serviteur, même celui qui est dans la vérité, celui qui n'est pas, me disent toujours, toi, tu es un serviteur de Dieu. Donc, d'autres disaient, tu seras un grand prophète, d'autres disaient, tu seras un grand apôtre. Donc, d'autres disaient, tu seras les deux à la fois. Tu as deux manteaux sur ta vie, le manteau de prophète, le manteau d'apôtre. Ça, c'est ce que les gens disaient. Mais moi, en ce temps-là, quand on disait manteau d'apôtre, moi, je ne savais pas ce que ça veut dire apôtre. Donc, moi, quand on disait prophète, j'étais content. Surtout prophète de l'avoir l'âge là où tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre d'avoir plusieurs copines là. Donc, moi, j'étais content. J'aimais bien voir les faux prophètes là, ce qu'ils faisaient. Et puis, j'avais envie de faire les mêmes choses qu'eux. Moi, je me disais que c'est la vérité. Hein.